bon réveil, merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning et voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Violente manifestation de la communauté éthiopienne hier soir à Jérusalem. Bilan, 15 blessés dans les rues pour dénoncer le racisme et la discrimination. Ils réagissent à une bavure policière et se sont baptisés le Baltimore israélien. 6 jours après le séisme au Népal, l'épicentre est totalement détruit. C'est ce qu'annonce la Croix-Rouge ce matin. Le bilan dépasse désormais les 6000 morts et les derniers survivants sont en train d'être retirés des décombres. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire des militaires français en Centrafrique. 14 soldats sont accusés de viol d'enfants. Ici, les accusations se confirment. Eh bien, l'armée française sera menacée d'un scandale sans précédent dans son histoire moderne. Et puis l'Elysée l'a confirmé après l'Égypte et l'Inde. Le Qatar vient d'acquérir 24 Rafale. François Hollande se rendra en personne à Doha la semaine prochaine pour la signature des contrats. Cette vente confirme une success story inattendue. Dassault avait démarré l'aventure Rafale sur un beat commercial. Le vent est en train de tourner. On essaie de comprendre pourquoi dans un instant. Enfin, c'est la dernière lubie d'Internet, succès fulgurant pour cette application, ça s'appelle My Idol, ou comment rire de soi, notre sosie virtuel dans des situations absurdes et des vêtements ridicules, toutes les images en fin d'édition. Bienvenue à tous. Binyamin Netanyahou a appelé au calme et a condamné les violences dans les deux camps lors de cette manifestation de la communauté éthiopienne hier soir à Jérusalem. Je vous le disais, le point de départ de ce mouvement, un clip viral où un jeune éthiopien se fait tabasser par des policiers, un mouvement qui s'est vite donc rebaptisé le Baltimore israélien. Explication en images. Stop à la violence policière contre les juifs noirs. C'est ce que scandaient plusieurs milliers d'Israéliens d'origine éthiopienne jeudi à Jérusalem. Une manifestation qui a dégénéré en affrontement violent avec la police. Jets de pierre d'un côté, canon à eau et gaz lacrymogène de l'autre. Alors que les manifestants se rapprochaient de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La protestation avait commencé devant le quartier général de la police. C'est contre cette dernière que se cristallisent toutes les tensions. En moins d'une semaine, 2 affaires de racisme ont mis le feu aux poudres. La première a soulevé l'émotion de la communauté noire israélienne alors qu'une vidéo montrant des policiers israéliens frappant un homme noir en tenue de soldat a fait le tour du net et des médias israéliens. Les 2 policiers ont été pour l'instant suspendus. Mais quelques jours plus tard, un autre Israélien d'origine éthiopienne a rapporté aux médias avoir été victime de violences de la part d'inspecteurs chargés de l'immigration lors d'un contrôle d'identité à Beersheva, des inspecteurs qui l'auraient pris pour un clandestin africain. Jeudi soir, le Premier ministre a lancé un appel au calme tout en condamnant les violences policières. Plus de 120 000 juifs d'origine éthiopienne vivent en Israël et beaucoup se disent victimes de discrimination. Les manifestants de jeudi réclament un procès et une punition exemplaire pour les officiers de police mis en cause. Maurice, cette manifestation fait la une des journaux israéliens ce matin. La une de tous les quotidiens, on commence par Israël Hayom. Pour Israël Hayom, il est évident que les responsables de la communauté éthiopienne ont perdu le contrôle de la manifestation antiraciste d'hier soir à Jérusalem. Explication du quotidien, c'est la déception et les difficultés rencontrées par les originaires d'Éthiopie, surtout après les violences exercées par la police qui ont enflammé les rues de la capitale. Face au malaise, Dan Margalit, l'éditorialiste, ne peut donc que proposer une solution classique, la mise en place d'une commission d'enquête. Voilà, et dans le Yediot Aharonot, ce titre des violences à cette manifestation pour exprimer une douleur. Oui, 1 millier de manifestants éthiopiens dans les rues de Jérusalem et chacun d'eux ressent les violences policières comme une douleur profonde, constate le quotidien. Les forces de l'ordre ont tenté de faire preuve de retenue face à cette douleur jusqu'à ce que la pression explose, explique le quotidien Yediot Aharonot. Le titre de l'édito est sans appel, assez de racisme. Et la photo de ce manifestant avec sa pancarte qui rappelle un des principes fondateurs du sionisme. Nous voulons vivre libre dans notre patrie. Jérusalem Post. Jérusalem Post titre sur l'explosion de violence au cours de la manifestation antiraciste. Le quotidien rappelle que le Premier ministre a fermement condamné le tabassage d'un soldat d'origine éthiopienne par des policiers. Cette communauté nous est chère, a dit Benjamin Netanyahou. Réponse d'un des manifestants cité par le Jérusalem Post. Personne ne s'intéresse à nous. Nous servons à l'armée. Notre sang est le même, mais
on nous tabasse. Et on termine rapidement par le Maariv qui explique que la colère est justifiée, non la violence. Oui, Maariv publie l'interview d'un député d'origine éthiopienne, Abraham Nagwissa, député Likoud, était hier à la manifestation des jeunes originaires d'Éthiopie. Je comprends la douleur de ces jeunes face aux violences policières dont ils sont l'objet, mais je leur lance un appel. La douleur est justifiée, mais pas les violences, a-t-il dit. Les policiers ne sont pas nos ennemis. Respectez la loi. Merci Maurice. Daniel, merci d'être avec nous ce matin. Que représente cette communauté éthiopienne en Israël ? Et écoutez, c'est une communauté qui a une histoire tout à fait particulière, qui a été, on va dire, déconnectée de l'ensemble des diasporas du peuple juif pendant près de 2000 ans, mais qui n'a jamais perdu son amour et son aspiration à revenir, non pas vers la terre d'Israël, mais vers Jérusalem en particulier. Et cette aspiration, elle a pu se concrétiser au début des années 80 avec des opérations montées par l'armée israélienne pour essayer de sauver cette communauté qui était en situation extrêmement précaire dans le régime de Mengistu. 84, l'opération Moïse, 91 l'opération Salomon, qui a permis l'immigration de près d'une vingtaine de milliers de juifs éthiopiens. On les appelait à l'époque les Falachas, aujourd'hui on les appelle les juifs éthiopiens. Alors bien entendu, c'est une communauté qui est passée en quelques heures d'une situation d'avant la révolution industrielle vers un État qui est un État moderne. Cette transition rapide, brusque, a provoqué un choc culturel dans cette communauté. Il y a eu des séparations de famille, il y a eu également une nécessité de se réidentifier au niveau spirituel, au niveau religieux. Tout cela a provoqué des difficultés, des problèmes psychologiques dans cette communauté. Mais il faut se noter qu'il y a des juifs originaires d'Éthiopie qui se sont intégrés dans cette société israélienne, en particulier à travers l'armée israélienne. Il y a des officiers de l'armée israélienne. Pas plus tard que cette semaine, on a vu un médecin militaire dans la délégation qui est au Népal. Pourtant, il dénonce un racisme et une discrimination quand même de la société israélienne à leur égard. Oui, mais ça fait partie de la difficulté qu'a eu l'État d'Israël à intégrer différentes communautés issues de différentes origines. De la même manière, quelque part, on pourrait considérer que dans les années 70, eh bien, les originaires du Maroc considéraient qu'ils étaient aussi l'objet d'une forme de racisme de par l'établissement israélien traditionnel, les pères fondateurs, qui considéraient les Marocains comme un second Israël. Il y a dans l'État d'Israël une difficulté à intégrer ces différentes communautés qui sont venues rejoindre en fait ce qu'on appelle le retour des exilés. Ce n'est pas facile à faire. Effectivement, il y a eu des ratages, il y a eu des bavures, il y a eu des carences dans l'intégration de la communauté éthiopienne. Maintenant, il faut aussi noter que la situation dans laquelle on se trouve, c'est le résultat aussi d'une certaine crise qui existe aussi dans la police. C'est vrai que on ne doit pas jeter l'anathème sur l'ensemble de la police à cause d'un acte d'une personne. Puis il faut savoir que la police subit une crise. Il y a 6 inspecteurs supérieurs de la police qui ont été reconnus coupables d'harcèlement sexuel. Donc, c'est-à-dire il y a des problèmes dans la police israélienne. Cela ne veut pas dire que l'État d'Israël est un État raciste. Cela veut dire que l'État d'Israël a des problèmes dans l'intégration de certaines de ces communautés qui ne sont pas comme toutes les autres, on va dire. Merci Daniel. Allez, autre titre ce matin, c'est évidemment la situation au Népal. 6 jours après le séisme, je vous le disais, l'épicentre est totalement détruit. C'est ce qu'annonce la Croix-Rouge. Le bilan dépasse désormais les 6000 morts et on retrouve à Katmandou notre envoyé spécial Maël Benoliel. Oui, écoutez, la course contre la montre des équipes de sauvetage pour retrouver les derniers survivants continue ici au Népal, 6 jours après le tremblement de terre qui a frappé le pays. Et l'espoir est de rigueur. Hier jeudi, un adolescent de 15 ans, Pema Lema, a été sorti vivant des décombres à Katmandou par une équipe de secours israélienne. Un véritable miracle. L'adolescent qui a survécu en buvant du beurre clarifié a d'ailleurs été placé en observation à l'hôpital de campagne mis en place par Israël. D'après la porte-parole de celui-ci que nous avons rencontré, les sauveteurs n'avaient jamais encore rencontré quelqu'un ayant survécu aussi longtemps. Hier encore, une femme d'une trentaine d'années a aussi été extraite vivante d'une auberge de la capitale. Des miracles qui offrent une rare éclaircie dans un horizon très sombre pour le Népal. Si la situation à Katmandou semble revenir doucement à la normale, c'est encore très loin d'être le cas dans les villages avoisinants. Dans la région de Sindhu-Pashlok, par exemple, plus de 3000 personnes sont toujours portées disparues. Il faut dire que beaucoup de ces villages se situent dans des zones montagneuses et ne peuvent être rejoints pour certains qu'après 5 jours de marche, ce qui complique considérablement la tâche des secours.
D'après les derniers chiffres communiqués par les autorités locales, au moins 6 000 personnes sont décédées, 11 000 autres ont été blessées dans ce séisme, le plus meurtrier de la région depuis 80 ans. Un bilan, comme vous l'aurez compris, qui devrait encore s'alourdir dans les jours à venir. Voilà, merci Maël. Sur place, Maurice, circule en ce moment, notamment sur Internet, plusieurs images spectaculaires de ce drame et notamment des histoires personnelles. Exactement, alors j'ai choisi quelques histoires à vous raconter, notamment celle de Pema Lama. On regarde tout de suite cette vidéo. C'est un jeune Népalais de 15 ans pris sous les décombres d'un hôtel pendant 5 jours. L'hôtel s'était effondré sur lui alors qu'il circulait dans les rues de Katmandou en scooter. Il a pu survivre coincé sous une tôle du toit de l'hôtel qui lui laissait suffisamment de place pour respirer. Pema Lama est resté conscient pendant 144 heures, un record, et a survécu grâce à une petite bouteille d'eau. Voilà, c'est une histoire-là qui finit bien, des images également du moment du séisme. Oui, et c'est un autre miraculé. Le 25 avril, tout semble normal dans les rues de Katmandou. Regardez, soudain la terre tremble, les passants courent dans tous les sens, la circulation s'arrête peu à peu. Mais observez cette petite charrette sur la droite de l'écran, conduite par un homme. Un immeuble s'effondre sur l'attelage. Lorsque le nuage de poussière retombe, les Népalais parviennent à extraire l'homme qui était sur la charrette. Apparemment, il tient encore debout. Vous le voyez, on le sort maintenant des décombres. Voilà, lui aussi il s'en sort. Et puis des images, Maurice, également de l'Everest. Oui, je vous propose ces images de l'Everest. Vous allez voir, ce sont deux touristes américains qui se trouvent dans un camp de repos sur les pentes de l'Everest. Ils voient tout d'un coup une avalanche de neige qui se précipite sur eux, qui va ensevelir le camp. Ils font des signes de croix, ils demandent aux gens de se mettre sous les tables et l'avalanche arrive et il semble que les personnes qui étaient dans la tente ont toutes survécu, sont saines et sauves, mais il y a eu quand même 18 excursionnistes et Sherpas qui ont trouvé la mort. Voilà pour l'Everest et on termine par d'autres images du moment du séisme en musique. Oui, regardez, c'est ces deux jeunes
des décombres. Voilà, lui aussi il s'en sort. Et puis des images, Maurice, également de l'Everest. Oui, je vous propose ces images de l'Everest. Vous allez voir, ce sont deux touristes américains qui se trouvent dans un camp de repos sur les pentes de l'Everest. Ils voient tout d'un coup une avalanche de neige qui se précipite sur eux, qui va ensevelir le camp. Ils font des signes de croix, ils demandent aux gens de se mettre sous les tables et l'avalanche arrive et il semble que les personnes qui étaient dans la tente ont toutes survécu, sont saines et sauves, mais il y a eu quand même 18 excursionnistes et Sherpas qui ont trouvé la mort. Voilà pour l'Everest et on termine par d'autres images du moment du séisme en musique. Oui, regardez, c'est deux jeunes touristes qui sont en train de jouer de la guitare dans un petit village assez éloigné de l'épicentre du séisme. Quand tout d'un coup la terre commence à trembler, ils comprennent tout d'un coup ce qui se passe et sortent en courant et tentent de trouver un refuge. Alors vous allez voir, ils trouvent refuge dans un terrain vague, pas trop loin de leur maison. Et là, ils rencontrent d'autres touristes comme eux. Ce sont surtout des hippies, hipsters et compagnie qui étaient là en vacances et ils comprennent l'ampleur du désastre et vous allez voir finalement tout se termine bien avec un petit sourire et encore une fois au son de la guitare. Holy fuck. My computer's in there. Yeah, oh my shit. Your camera's in there. Holy shit. Holy shit. Allez, voilà pour ces dernières images. Merci Maurice. Et vous le savez, l'aide internationale s'organise depuis 6 jours. Chaque État propose une aide spécifique dans un domaine particulier. Israël, par exemple, a installé sur place un hôpital de campagne. L'État hébreu est en effet habitué à soigner des blessés dans des conditions extrêmement difficiles. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Maël Benoliel. C'est ici, tout près de l'hôpital militaire de Katmandou, que Tsahal a établi son hôpital de campagne, quelques jours seulement après le séisme.